Comme il n'y a pas d'autres interventions... Oui, OK. Alors, Monsieur le député des Îles-de-la-Madeleine, à vous la parole. Oui. Bon, l'article 2, lorsqu'on parle des infirmières praticiennes spécialisées, on dit que ce sont parmi les professionnels qui peuvent prendre en charge les patients. Est-ce qu'on ouvre la porte à d'autres professionnels? Parce qu'on dit dont les IPS. Est-ce qu'il y en a d'autres qu'on ne nomme pas, mais qui pourraient être appelés à prendre en charge des patients? Stéphane, pour le moment, non. Dans les milieux. Merci, Monsieur le député. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui... Je vais prendre la réponse, Madame la Présidente. La réponse est en deux temps. La première réponse, je vais la répondre du point de vue juridique. L'article tel qu'il se lit nous indique que l'on peut, Santé Québec peut utiliser ses employés et autres pour faire de l'affiliation à des personnes dans des cabinets où il n'y a pas de médecin. Ceux qui sont visés actuellement, donc il n'y a pas d'exclusion, là, puis vous ne voyez pas le mot infirmière praticienne spécialisée à l'intérieur de cela. Cependant, aujourd'hui, avec les champs de pratique professionnels, tout ça, les médecins, les professionnels de la santé qui sont visés par cela et qui ont la possibilité de faire de l'affiliation et de la prise en charge, aujourd'hui, ce sont les IPS. Plus tard, élargissement des pratiques professionnelles, y en aura-t-il d'autres? Je ne veux pas me compromettre là-dessus, mais juridiquement, il n'y aurait pas de limitation à ce qu'on en inclue d'autres. D'accord. Merci. Mais les IPS, corrigez-moi si je me trompe, ne sont pas partie prenante à l'entente avec les omnipraticiens ou les médecins spécialistes. Les IPS sont des infirmières praticiennes spécialisées et la base de leur rémunération, c'est un salaire annuel, n'est-ce pas? J'ai vu quelque part, on pourrait peut-être en reparler tout à l'heure, là, que je ne sais pas comment appeler ça, leur lien ou leur affiliation avec les médecins sur le plan de la supervision de la pratique sera éliminé, si j'ai bien compris, selon l'article 122. C'est quoi là? Madame la Présidente? Je pense que vous 122, répondre... paragraphe 7. Oui. 17, pardon. En fait, les IPS sont maintenant, ce qui n'était pas il y a quelques années, des professionnels entièrement autonomes. Donc, ils n'ont pas de lien de dépendance hiérarchique avec les médecins, donc ils doivent travailler en collaboration. Ce qui est éliminé ici, dans cet article auquel vous faites référence, c'est une rémunération qui était versée aux médecins pour travailler en collaboration avec l'IPS. D'accord. Donc, le lien hiérarchique n'existait déjà plus, mais il y avait un lien salarial qui est éliminé par cet article-là. Mais ce sur quoi je voulais ramener votre attention, c'est sur le fait qu'ici, on parle de la prise en charge et par un milieu de pratique auquel on fixe un certain nombre d'objectifs. On en a parlé abondamment tout à l'heure, là. Et j'aimerais comprendre comment les IPS sont incluses ou pas dans l'atteinte des objectifs, puisqu'elles n'ont pas la même structure de rémunération et donc ne peuvent pas être soumises à la même, je vais dire ça comme ça, pression financière d'atteindre les objectifs, puisque on ne fonctionne pas de la même façon. Est-ce que, en d'autres mots, si les médecins omnipraticiens qui travaillent dans des milieux de pratique doivent atteindre certains objectifs sans quoi ils n'obtiendront pas leur plein salaire, comment est-ce qu'on peut, du côté des infirmières praticiennes spécialisées, leur fixer les mêmes objectifs si elles n'ont pas le même cadre de rémunération? Est-ce qu'elles sont soumises aux mêmes objectifs à atteindre que les médecins, alors que
elles ne sont pas partie prenante au même système de rémunération. Merci, Monsieur le député. Docteur Bergeron, vous voulez répondre à la question? Oui, Madame la Présidente. Ici, ce qui est fait à l'intérieur de cela, donc, dans la première mouture du projet de loi 106, il y avait une demande d'affiliation de l'ensemble de la population qui reposait uniquement sur les épaules des médecins. Il y a eu des versions, maintenant vous voyez que ce qui est demandé, en fait, c'est graduel et ça ira avec le temps, mais qu'en 2026, ce n'est pas l'objectif, c'est d'abord les gens très vulnérables, les rouges, puis ensuite de ça, les gens avec des conditions un peu moins critiques, mais qui sont quand même malades. Ce qu'on a rajouté ici dans ce chapitre-là, c'est de dire que cet objectif-là, il ne repose pas sur les seules épaules des médecins, mais il repose sur les épaules des médecins et des IPS qui travaillent dans des cliniques IPS, donc dans des cliniques où il n'y a pas de médecins. Et donc, la contribution des IPS, elle fait partie de l'ensemble quand on va juger de l'atteinte de l'objectif où on dit en juin 2026, 90 ou 95% des patients rouges devront être affiliés à un milieu de soins. Bien, les affiliés IPS, ils rentrent dans cet objectif-là, donc sont incluses dans les chiffres que l'on utilise pour voir est-ce que l'objectif général est atteint, d'affilier 90-95% de la population très vulnérable à telle date. Oui, mais je veux comprendre quand même le fait que les IPS fassent partie de l'objectif global, c'est ce que je comprends, oui, mais puisqu'il est question essentiellement dans ce projet de loi-là, si on veut traduire un peu, on veut augmenter en quelque sorte la productivité des médecins. Et là, ce que je comprends, c'est par un incitatif salarial, un supplément. En fait, après leur avoir amputé une partie de leur salaire, on dit qu'on va leur donner un supplément. Mais les infirmières praticiennes spécialisées, elles, leur contribution n'est pas d'aucune façon influencée par le salaire ou par le cadre législatif qu'on adopte. On pourrait même, théoriquement, avoir un manque de productivité de la part d'un certain nombre d'IPS qui nuisent à l'objectif global sur lequel on n'aurait pas de prise parce que c'est ça essentiellement la mécanique du projet de loi. Est-ce que je me trompe? Non, mais je pense... Je peux prendre, Madame la Présidente, merci, excusez-moi. Non, je pense que la rémunération des IPS ici n'est pas en question du tout dans ce projet de loi-là. Je veux juste le clarifier. Mais je veux juste expliquer que lorsqu'on va regarder une région, là, on parlait tout à l'heure de base de cible territoriale et non uniquement cible locale. Ça veut dire que une IPS qui est dans une clinique, j'ai dit on en a une quinzaine tout à l'heure, là. Alors il y a une clinique infirmière qui peut aider à la réalisation de l'objectif global de cette région-là, même si leur rémunération est à salaire. Alors donc, je vous dis, ici, là, regardons-le comme un groupe de plus qui vient aider les médecins à réaliser l'objectif de prise en charge de 100% de la population. Je pense que c'est comme ça qu'il faut le voir, Monsieur le député. Pour ce qui est, je comprends. Donc, elles viennent prêter main forte au milieu de pratique pour atteindre ces objectifs collectifs. Puis et donc, pour augmenter exactement ça, ou influencer. Leur travail influence de toute façon et ultimement la rémunération des médecins. On peut le comprendre comme ça, si elles contribuent pleinement. Mais je voudrais savoir de façon plus... Mais je pense que c'est surtout d'enlever de la pression sur le travail des médecins. Parce que, tu sais, pensez là, ce qu'une quinzaine de cliniques qui n'existaient pas il y a même 2 ans ou 3 ans, dans certaines régions, ça fait une très grande différence sur la pression qui est donnée dans d'autres cliniques médicales. Mais pour ce qui est, par exemple, de façon plus spécifique de l'objectif national qui a trait à la prise de rendez-vous, donc des plages qu'on veut libérer, est-ce que les plages de rendez-vous avec des IPS font partie
du 17 millions, du 16,5 millions de plages qu'on veut libérer? Non, ici, on parle des rendez-vous qui sont donnés par les médecins de famille ici. Là. Donc, les rendez-vous qu'on obtient avec des IPS dans un milieu de soins, dans un milieu de pratique donné, ne comptent pas dans les plages horaires qui seraient offertes et donc ne concourent pas à l'atteinte de l'objectif que vous leur fixez. Excusez-moi. Tout à l'heure, j'ai dit il faut faire attention de ne pas regarder juste un objectif, mais regarder l'ensemble des objectifs. Ici, vous me parlez des rendez-vous des médecins, c'est un des objectifs. Et l'autre objectif, c'est est-ce que toutes nos personnes sont affiliées? Alors donc, les IPS, lorsqu'on travaille avec les médecins, ce qu'on regarde, c'est l'affiliation. Est-ce que tout le monde est pris en charge? Versus le nombre de rendez-vous qui s'appliquent aux médecins. Alors, c'est pour ça que je disais tout à l'heure, on ne peut pas regarder juste un objectif. Et c'est pour ça qu'on est arrivé avec un parapluie d'à peu près 7 ou 8 objectifs pour les OMNI, puis 7 objectifs spécialistes. Juste pour votre information, et vous disposez de 2 minutes 45 secondes encore. Ça, c'est terminé. J'aimerais comprendre la subtilité que Monsieur le ministre, peut-être qu'il est tard, là, vient de faire valoir. Les IPS peuvent contribuer à faire en sorte que les milieux de pratique aient davantage de patients affiliés. C'est-à-dire, est-ce que ça veut dire des patients inscrits? Je vais recommencer. C'est quoi notre objectif, Monsieur le député? C'est que tous les Québécois soient pris en charge. Ça, là, c'est l'objectif majeur de notre plan. C'est ça qu'on demande, puis c'est ce qui est important. Donc, une des cibles, c'est de dire, calculons comment, dans chacune des régions, ce qu'on a appelé le degré d'affiliation, est-ce que tous les Québécois dans cette région-là soient pris en charge? En ajoutant aujourd'hui que les IPS peuvent faire de la prise en charge sans être dépendants d'un médecin, on vient d'augmenter les chances de réaliser cet objectif-là le plus rapidement possible, d'accord? Pour être capable de dire que dans une région, les rendez-vous qui sont pris par les IPS comptent parce qu'il y a des gens qui sont pris en charge. Vous me suivez? C'est ça l'objectif, c'est la prise en charge de l'ensemble de la population dans toutes les régions du Québec. Merci. Vous voulez poursuivre, M. le député? Oui, absolument. Mais encore une fois, j'essaie juste de voir, parce qu'il y a deux objectifs qui sont en parallèle. Quand on parle d'affilier des patients, c'est-à-dire que chaque patient sache à quel milieu de pratique il peut avoir recours en cas de besoin, en sollicitant une rencontre, un rendez-vous, par exemple. Et on dit que si les IPS sont là, on va pouvoir inscrire davantage de patients. Pendant la commission parlementaire, les consultations particulières, les gens nous ont dit le fait d'inscrire des patients à un milieu de pratique ne garantit pas qu'on puisse voir un médecin et obtenir des soins et des services et qu'ils soient de qualité. Et là, vous me dites, pour les IPS, on va les considérer pour ce qui est de l'inscription des patients à un milieu de pratique, mais lorsqu'il est question d'ouvrir des plages de rendez-vous, elles ne comptent plus. Alors, j'y vois une certaine contradiction. Est-ce que expliquez-moi. Ah oui, M. Dr. Bergeron. La question de M. le député est très pertinente et nous en avons tenu compte. En fait, je remonte dans l'histoire. Lorsque l'INES nous arrive avec un rapport en 2023-24, ils nous disent qu'il nous manque 2 millions de rendez-vous en médecine de famille pour pouvoir prendre charge de l'ensemble de la population. Pourtant, ce qui est demandé aujourd'hui, ce n'est pas 2 millions de rendez-vous de plus qu'ils ont fait l'année dernière ou qu'ils ont fait il y a 2 ans. On a tenu compte, puis là, entre les deux arrive le filtre de pertinence qui dirige certains des rendez-vous vers des infirmières, d'autres rendez-vous vers des physiothérapeutes ou d'autres rendez-vous pour des médecins. Donc, on a réussi à isoler la composante. Qu'est-ce que l'on doit demander au médecin lui-même en termes d'accroissement de nombre de rendez-vous pour en arriver à cette prise en charge populationnelle-là. Donc, via le fil de pertinence, on a pu
éliminer les autres pour dire, bien, ça, c'est le nombre de rendez-vous qui est nécessaire pour les médecins, tenant compte qu'il y a des rendez-vous qui sont envoyés aux IPS puis à d'autres par le fil de pertinence. Donc, on a pu sectoriser ces choses-là. Merci. Donc, il vous reste 1 minute 10 secondes, Monsieur le député de Jean Talon. Très bien. Est-ce qu'on peut conclure aussi de cet échange qu'avec l'article 2, qui ajoute le chapitre 8 là, sur la prise en charge, notamment 101.1, avec les IPS, donc, qui peuvent prendre en charge des patients. Bien sûr, on favorise donc l'inscription de plus de personnes auprès d'autres professionnels, mais qu'à l'inverse, ces milieux-là où il n'y a pas de médecin, l'atteinte ou non de leurs objectifs ou d'objectifs va influer sur l'atteinte des objectifs nationaux fixés dans l'annexe, et donc ça va avoir un impact sur la rémunération des médecins, alors que les médecins vont avoir peu de contrôle en réalité, ou pas de contrôle du tout sur ces milieux de travail. Donc ici, il y a un mécanisme qui peut influer sur la rémunération des médecins, mais sur lesquels les médecins n'ont pas de contrôle. Est-ce que j'ai raison de penser ça? Merci, Monsieur le député. Docteur Bergeron, je pense que vous vouliez aller. Vous voulez répondre à la question? Je me trompe? Gentil, Madame la Présidente. Vous avez décidé pour moi, c'est très bien. Ah non, mais vous n'avez pas bougé absolument quand vous restez comme ça. J'écoutais religieusement. Je vais essayer de relier cela à d'autres parties, parce que là, on regarde le projet de loi 2 en pensant que c'est, ou en assumant que c'est la totale, mais ce n'est pas la totale dans le projet de loi 2. Il y a d'autres lois, dont la LG4S notamment, le rôle des départements territoriaux de médecine familiale qui doivent prévoir territorialement un plan de couverture, de disposition des soins. Les directeurs médicaux des DTMF et les DTMF relevant du PDG doivent avoir la collaboration avec le PDG qui doit lui-même autoriser le plan ou signer le plan et prévoir tout ça. Donc, ce travail-là, il se fait en concertation. Les cliniques IPS, là, il est vrai, ce ne sont pas des médecins qui les dirigent, mais elles sont sous la responsabilité du PDG de l'établissement territorial qui, en vertu de la LG4S, travaillent également avec les DTMF et doivent procurer une couverture populationnelle, les éléments qu'on a introduits, renforcés à l'intérieur de la LG4S. Donc, je dois faire appel à d'autres éléments de loi pour démontrer que ce sont des pièces qui s'imbriquent et pour lesquelles il y a un travail en concertation dans les deux. Merci. C'est pertinent en opération puis en gestion, ce que vous venez de dire, mais néanmoins, ce que je soulignais comme réalité demeure. Merci, Monsieur le député. Vous le dites.